Bienvenue dans ce JT du droit du travail avec Maître Pascal Pétrel. Bonjour Maître. Bonjour. Vous dirigez le cabinet Pétrel et Associés qui est implanté à Paris, Lyon et Tel Aviv. Vous êtes spécialiste du droit du travail et du droit de la protection sociale. Merci d'être venu aujourd'hui sur votre chaîne YouTube pour nous parler d'un sujet qui est au cœur d'actualité. L'ubérisation. Alors ça fait déjà quelques années qu'on en parle, sauf que l'actualité, c'est évidemment ces arrêts, ces décisions de justice qui tombent depuis quelques semaines, quelques mois, et qui semblent marquer peut-être un coup d'arrêt, ou en tout cas un coup de frein à cette ubérisation excessive. Alors je ne sais pas si c'est un coup d'arrêt, puisque les plateformes, elles existent depuis bien longtemps. Ça fait longtemps qu'elles sont malmenées par les vicissitudes juridictionnelles. Sauf que c'était avec 3 à 5 ans de décalage. Hein. Exactement, si ce n'est que ces dernières années, puisque le phénomène s'est accentué à partir de 2018, on a deux phénomènes en la matière. Le premier, c'est ce que l'on appelle la requalification des indépendants en salariés, dans le cadre effectivement du lien de subordination. Dans l'actualité, là, c'est Deliveroo qui vient de passer. Deliveroo, alors pas sur la requalification, on va y revenir, mais sur la condamnation pénale du travail dissimulé. Les deux, je dirais, étant liés, puisque dès lors effectivement que on recrute ou qu'on emploie ce que l'on appelle des indépendants, on a un certain nombre d'obligations qui résultent de ce statut, et quand on sous-traite, puisque c'est effectivement le terme qu'il faut utiliser, il y a des règles qui précisent, qui prévoient que on doit vérifier un certain nombre d'éléments, et en particulier de s'intéresser à l'immatriculation des personnes qui travaillent en indépendant, qu'ils sont en respect de leurs obligations fiscales et sociales. Ça veut dire que normalement on devrait avoir un numéro de sécurité sociale, et ces plateformes parfois ont fait travailler des travailleurs étrangers qui n'avaient aucun statut juridique. C'est ça, c'est-à-dire que tout est une question de sécurisation par le cadre. Donc on parle d'indépendants, que ça soit un indépendant français ou ressortissant étranger de l'Union ou pas de l'Union, il y a des cadres juridiques. Donc la personne qui utilise ces indépendants doit satisfaire au regard de la loi française l'exigence des dispositions qui font que je dois m'assurer au regard des exigences du droit du travail français ou plus globalement du droit français, du respect des obligations qui en résultent. Donc, notamment la vérification de mon immatriculation en tant qu'indépendant ou dans le cadre d'une structure juridique, puisque ça peut être les deux cas. C'est l'identification du fait que je me déclare aux organismes sociaux et fiscaux et que j'assume bien sûr les obligations qui en découlent en payant les cotisations sociales, les impôts afférents à l'activité professionnelle que je réalise. Non mais maître, comment des entreprises qui sont cotées en bourse, avec des audits réguliers lors des augmentations de capital, peuvent passer à côté d'une obligation aussi basique que celle de vérifier que j'allais dire les salariés, que les personnes qu'elles font travailler avec leur statut de plateforme respectent bien le droit français. Je ne doute pas que certains de mes confrères puissent donner les bons conseils au bon moment, si ce n'est que c'est-à-dire pour contourner la loi. Non, pas pour contourner la loi, pour rappeler le cadre dans lequel s'exécute toute prestation de ce genre. Vous voulez dire que des avocats comme vous ont rappelé à ces entreprises ce qu'elles devaient faire, et la note est restée dans un classeur. Je ne sais pas si la note est restée dans le classeur, mais en tout cas, elle n'a pas forcément été mise en exécution opérationnelle. Ouais. Donc, ou alors, il y a effectivement un travail administratif tel qu'on n'a pas forcément les ressources en interne pour le gérer, et que globalement, un certain nombre de personnes passent entre les mailles du filet, et les autorités de contrôle, quand elles viennent, elles ne s'intéressent pas de savoir si effectivement on a des excuses ou pas. C'est vous recrutez ce type de personnes, vous avez des obligations inhérentes qui sont fixées par la loi et vous devez les respecter. Bon, si ça c'est l'affaire Deliveroo, maître. Oui, ça c'est l'affaire Deliveroo. Là on est sur du travail dissimulé, c'est du pénal.
Ah bah c'est du pénal, le C'est du travail pénal, dissimulé, c'est du Ouais, pénal. d'accord. Mais au même titre qu'on pourrait l'avoir, on aura peut-être l'occasion un jour d'en parler, du détachement, c'est la même chose. C'est-à-dire que on Le recrute détachement, c'est dans l'Union dans européenne. l'Union européenne ou ailleurs, il y a des exigences formelles qui sont prévues, et on sait très bien qu'aujourd'hui, en plus avec l'accélération, je dirais, de la réglementation et de la nécessité de sécurisation, qu'il est exigé davantage de formalisme avec un contrôle renforcé qui viendra davantage augmenter le risque pénal en la matière. Bon, là, c'est plutôt le BTP qui est dans le viseur, hein. Mais revenons sur cet arrêt ou ce coup de frein sur l'ubérisation. Est-ce que ces plateformes, qui sont nombreuses, entendent qu'elles doivent respecter certaines règles et entendent les juges qui leur rappellent ces règles Nécessairement, elles l'entendent, puisque de toute façon, on voit bien depuis 2 ans qu'il y a une volonté à la fois de ces acteurs et en corrélation avec les autorités et les pouvoirs publics, de davantage réglementer sans l'interdire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas remettre en cause forcément le modèle économique lié effectivement à un schéma de sous-traitance avec l'utilisation d'indépendants, mais simplement Sauf on que veut... par endroits, les plateformes s'en vont parce qu'elles disent je n'ai plus de modèle économique parce que. Je n'ai Il y a plus de des modèle vies où elles se économique retirent. parce que, bien sûr, puisque inévitablement, la transformation d'un dépendant en salarié, ça comporte une conséquence immédiate qui est celui du coût. Hein, et je ne parle pas du coût pénal qu'on a parlé, qu'on a évoqué tout à l'heure. Je parle du coût de transformation d'un indépendant en salaire. C'est directement le sous-traitant qui va supporter la totalité de la responsabilité inhérente à cette Est-ce que vous requalification. voulez dire que la condition même du bénéfice pour ces entreprises, ou de l'espoir d'un bénéfice, quand elles sont longuement déficitaires du fait de leur expansion à marche forcée, la condition du bénéfice ou du profit, c'est, j'allais dire, l'exploitation, ou en tout cas le contournement de certaines règles? Alors, je ne doute pas qu'il puisse y avoir parmi les acteurs des personnes qui veulent effectivement bénéficier de l'avantage que peut octroyer le fait d'être indépendant aux fins effectivement de pouvoir, le cas échéant, faire en sorte que les prix soient plus bas Réduire les coûts, oui. et que on puisse par ce biais-là avoir ce que l'on appelle des distorsions de concurrence. Ça a toujours été le cas de toute façon dans tout modèle économique du même genre, et inévitablement on est rattrapé ensuite par à la fois la réglementation et par aussi le cadre dans lequel on fait exécuter la prestation, puisque je rappelle quand même que indépendamment je dirais de ce qui existe en termes de règles, et même si effectivement on respecte parfaitement les règles, le risque de requalification au contrat de travail, il est conditionné, on n'a pas attendu les plateformes pour ce risque de requalification, par le fait qu'on ne doit pas identifier ce que l'on appelle un service organisé. Donc inévitablement, les personnes qui travaillent dans ce schéma de sous-traitance avec la qualité d'indépendant ne peuvent pas recevoir des injonctions ou des directives comme le serait n'importe quel salarié au travers d'une organisation prédéterminée. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le cas, sauf que l'injonction, elle n'est pas humaine, c'est un algorithme qui leur envoie une injonction de faire. Exactement, si ce n'est que le fait d'avoir un algorithme ne détermine pas et ne prédétermine pas. D'ailleurs, la Cour d'appel dernièrement pour Deliveroo a justement refusé l'absence de requalification, ce qui veut bien dire qu'il y a bien une analyse factuelle qui est faite des conditions dans lesquelles on exécute sa prestation. Et le fait qu'on ait un algorithme n'est pas en soi un seul critère et indice de requalification. Si derrière, je peux refuser effectivement toute sollicitation de service, que je suis effectivement libre dans l'organisation de mon activité, sont des éléments qui permettent à l'inverse de considérer qu'il n'y a pas justement de service organisé. Sauf qu'on a prouvé que si on refusait 3 ou 5 fois, hop, on était exclu du dispositif. Si on avait une note qui baissait, on était exclu du dispositif. Il y a plein de paramètres liés à l'algorithme qui... Le fait d'être dans un schéma et de rapport contractuel avec un indépendant n'exclut pas qu'on puisse quand même avoir des chartes de qualité qui soient effectivement régularisées, puisqu'on a quand même une offre de service à la base avec des critères identifiés de qualité qui doivent être respectés. Donc je ne mets pas forcément de contradiction entre une charte qualité et le fait de réaliser une prestation. La seule chose, c'est que je ne peux pas demander à un indépendant ce que je demanderais à un salarié, et notamment de l'intégrer dans ce que j'appellerais une organisation contraignante d'activité
et aussi avec permanence, c'est-à-dire que de façon ponctuelle je sois sollicité éventuellement une exigence particulière, c'est lié aussi à toute prestation de service. En vous écoutant, j'entends le mot intérim qui résonne dans ma tête, parce que tout ce que vous décrivez, ça ressemble finalement beaucoup à l'intérim. Le fait, alors l'intérim, attention, l'intérim juridiquement, on est quand même dans une relation de travail. Donc on a effectivement un contrat tripartite, mais l'intérim s'intègre dans une relation de travail soumise au droit du travail avec des règles spécifiques. Alors ces règles spécifiques doivent être aussi respectées puisque il y a aussi dans ce cas de figure des risques de requalification qui sont aussi identifiés par la jurisprudence, mais on n'est pas dans le même schéma parce que dans l'intérim, on est vraiment dans le cadre d'un service organisé au même titre qu'on le serait dans un rapport de droit du travail direct. En revanche, dans le cadre effectivement d'un schéma économique où on utilise des indépendants, c'est un prestataire. Donc un prestataire ne peut pas être effectivement identifié comme un salarié, même un intérimaire. On n'est pas du tout dans le même cadre. Après que l'intérim puisse être une réponse, mais l'intérim coûte de l'argent. Donc on n'est pas dans le même modèle économique puisque on sait très bien que ça coûte même plus cher que le salariat standard. Plus cher que le salariat puisque on a un coefficient multiplicateur qui est lié à la gestion que fait la société intérim, à la fois du processus de recrutement et de la gestion de l'ensemble de la relation de travail. Maître, je dis depuis le début de cette émission, coup d'arrêt ou coup de frein. Vous voyez un coup de frein? Moi, je ne vois pas forcément un coup d'arrêt. Je vois surtout la nécessité pour le secteur concerné de revoir ses pratiques, de les sécuriser, au travers notamment d'ailleurs du cadre un peu plus global qui est aujourd'hui mis en place, puisque je vous rappelle que depuis 2 ans, il y a un certain nombre de missions des pouvoirs publics qui ont été mises en place, notamment pour en particulier favoriser ce qui a été les élections du mois de mai de cette année pour la représentation des travailleurs des plateformes, au demeurant qui a eu un résultat participation effectivement abstentionniste record. On peut envisager que beaucoup ne savaient même pas qu'il y avait des élections et ou ne savaient pas à quoi ça allait leur servir. Je dois vous avouer qu'il y a quand même eu peu de communication sur le sujet. Donc, ça a un peu télescopé une autre campagne électorale. C'est vrai qu'il y a une autre campagne électorale qui était en présence, mais il y a eu très peu de communication. Donc je pense que cette carence de communication a eu nécessairement un impact sur les résultats, en particulier l'abstention. Mais en tout cas, le cadre est donné. Donc maintenant, il s'agit de savoir quel avenir va lui réserver ce cadre de représentativité. Mais les pouvoirs publics continuent, puisqu'il avait été défini, on va dire, un cahier des charges lié à la nécessité pour le secteur de revoir au travers des pratiques les conditions de travail, la nécessité éventuellement de rémunération minimale. Donc tout ce travail va de construction progressive d'une meilleure sécurisation du secteur est en train de se faire. Donc ça ne supprimera pas de toute façon à terme, je l'ai dit, les risques. Si les pratiques sont déviantes, le risque judiciaire et juridictionnel, il existe. Les autorités de contrôle continueront effectivement d'opérer les contrôles et je pense même qu'ils se renforceront. Donc inévitablement, quand on augmente la réglementation, quand effectivement on prévoit des cadres nouveaux liés en particulier à la structuration d'un métier, il faut savoir que ça n'empêchera pas la liberté contractuelle de s'établir dans le cadre du modèle et si on veut continuer d'être dans un réseau de prestations avec des personnels indépendants, pourquoi pas, mais il faut mesurer les risques inhérents à sa gestion opérationnelle et à la réalité de l'existence de la gestion que je fais tous les jours des populations concernées. Est-ce que vous pensez que ce genre de modèle d'organisation du travail, ou plutôt de la relation qu'a un prestataire avec un fournisseur, et le fait d'une méconnaissance totale du droit par certains entrepreneurs ou bien ils considèrent que le droit n'est pas à jour, que le contrat de travail n'est plus adapté, et ils gagnent du temps en contournant les règles existantes et en créant des nouvelles. Alors, pour moi, il y a plusieurs phénomènes. D'une part, les grosses plateformes qui sont structurées avec des sociétés internationales, pour moi, elles n'ont pas d'excuse à méconnaître la législation, puisque quelque part, généralement, elles sont encadrées et assistées par un certain nombre de conseils. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'étonnerait que les conseils en question n'aient pas préconisé les bonnes pratiques.
ou est averti des risques inhérents à de mauvaises pratiques. Mais est-ce que c'est pas l'inverse plutôt? Est-ce que la note que certains conseils, allez-y pour des cabinets américains, comme ça vous éloigne du risque avec vos confrères français, mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a aussi tout simplement des gens qui expliquent par A plus B comment contourner la règle? Bah, la contourner, on peut toujours effectivement avoir une explication de déterminer l'évitement du risque. Hein. Mm. Donc c'est pas de contourner la règle, c'est simplement de dire, voilà, vous avez une possibilité de maintenir votre modèle avec évitement du risque sous condition et on fixe l'ensemble des conditions. Donc là, Oui. c'est la différence entre faire de la fraude et de donner des recommandations et des conseils qui permettent effectivement d'éviter les risques. En revanche, par rapport à votre question, je pense qu'effectivement, au-delà de ces grosses structures, s'il y a des petites ou moyennes structures qui sont investies dans ce type d'activité, elles sont déjà un peu moins outillées en termes de conseils. Alors parler de méconnaissance de la loi, je pense que quand même toute personne est censée ne pas l'ignorer. Donc à minima, on prend quand même un minimum de précautions en termes de conseils. Et si on ne va pas forcément voir les avocats très spécialisés, on peut quand même voir son conseil de proximité. Et puis, à un moment donné, on est quand même conscient de ce que l'on fait. Donc, si on ne paye pas toutes les heures, si effectivement on méconnaît un certain nombre de, on va dire, d'exigences qui ont été formalisées, quitte à méconnaître aussi le contenu du contrat de prestataire qu'on a signé avec une personne, on sait qu'on s'expose à des risques. Ça vous arrive quand même 2-3 fois dans les affaires de voir des choses où vous dites mais vous savez pas lire. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'un contrat, comme je le disais tout à l'heure, un contrat, c'est un bon cadre de sécurisation, mais il définit des exigences contractuelles bilatérales et synalagmatiques, et il ne s'agit pas d'aller signer un contrat pour ensuite immédiatement le contourner et faire le contraire de ce qu'on a écrit. Pour conclure, puisque vous parlez du contrat et de l'écrit, est-ce que l'on peut dire néanmoins que le droit est condamné de manière irréfragable à être toujours en retard par rapport aux pratiques? Retard qu'on évaluera à 3 ou 5 ans, mais peut-être qu'on peut faire plus vite. Mais... Alors, je ne sais pas si on doit parler de retard du droit, parce que moi qui suis conseil, si on attend chaque fois la réglementation pour agir, on n'aurait plus de travail. Hein. Donc le but de l'avocat, en particulier le mien, c'est que c'est parce qu'il y a effectivement parfois une absence de réglementation ou une carence dans l'interprétation de la réglementation, qu'on a une œuvre d'imagination et de créativité qui font que on contribue à sécuriser des pratiques, mais le seul élément de sécurisation, c'est effectivement des écrits et un cadre contractuel, puisque de toute façon, je vous rappelle que même en matière juridictionnelle, et la France est une juridiction qui peut analyser, puisque le juge est autorisé à interpréter le contrat. Donc le contrat écrit est extrêmement important, puisque ça permettra au juge de se faire une idée pleine et entière, et il collera la réalité contractuelle avec la réalité opérationnelle, au moyen, le cas échéant, des attestations et des témoignages qui pourront être apportés pour déterminer si oui ou non il y a eu respect du contrat. Donc c'est pour ça que je dis que même en l'absence de réglementation, le contrat et l'écrit restent importants. La contribution de l'avocat est là. L'avertissement du conseil est aussi là, puisque il s'agit aussi de prévenir ses clients des tentatives de déviation qu'ils peuvent avoir pour leur dire nous on est bien là pour sécuriser vos pratiques, mais n'allez pas nous dévier les pratiques que l'on a formalisées, parce que inévitablement vous remettez en situation de risque. Et derrière ça, après, le droit peut rattraper. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs en la matière, puisque quelque part le droit, il n'est pas uniquement fondé sur la réglementation que j'appelle de droit divin, c'est-à-dire du législateur, il est aussi fondé sur la réglementation prétorienne que peuvent faire les juges, et qui apporte aussi, on va dire, une contribution à la sécurisation des pratiques. C'est pour ça que cette divergence d'appréciation de la jurisprudence en la matière est extrêmement importante et utile pour des professionnels comme moi. Bon, en tout cas, vous avez du travail encore pour quelques décennies, à ce que je comprends dans votre propos. Merci infiniment, maître Pascal Pétrel. Je rappelle que vous dirigez le cabinet Pétrel et Associés, implanté à Paris, Lyon et Tel Aviv, et vous êtes donc spécialiste, comme vous venez de nous le démontrer, en droit du travail et en droit de la protection sociale. On se retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous.